Ça a été une des œuvres principales qu'on a présentées à Venise en 2007 lorsqu'on a fait le premier pavillon africain de l'histoire de la Biennale. C'était à l'Arsenal et ça avait fait un truc incroyable. On avait du mal à... Enfin, on n'avait pas l'habitude de voir des Africains qui venaient, qui déboulaient, qui commençaient à faire leurs lois, qui commençaient... Et c'est quelque chose qu'on a fait et qui était... C'était marrant, il y avait des grincements dedans, il y avait des polémiques, mais c'était vraiment intéressant. Et Inca est vraiment un artiste génial. Il y a toute l'idée ici du wax et le paradoxe. On a l'impression que c'est exotique et africain. En fait, le wax, pas du tout, c'est un tissu hollandais. Mais c'est toujours un travail avec Inca Nshonibare sur... la représentation des Africains dans l'histoire de l'art. Les Noirs et les gens auxquels il peut s'identifier, les Africains dans l'histoire de l'art et leur absence. Et c'est en même temps quelque chose qui est très fort parce que c'est une belle sculpture, c'est une super installation. L'idée de how to shoot two heads at the same time. Comment tirer deux têtes en une seule fois. Et alors c'est intéressant parce que toute l'idée en fait de l'exposition, c'est l'idée du parcours. Et en fait, c'est magnifique peinture murale qui est en fait une œuvre de Kendall veut dire quelque chose, mais il faut que les gens qui viennent arrivent à découvrir ce qui est écrit. On dirait que c'est tribal et en fait c'est pas du tout le cas. Et partout sur le sol, on suit en fait un parcours là où cette espèce de pochoir est reproduit sur le sol. Et ça, par contre, je peux vous le dire, ça c'est la carte de Kinshasa en fait. La carte de Kinshasa qui a été reproduite partout à l'intérieur du musée. Et c'est intéressant parce que c'est une exposition afrocentrée. Donc c'est le sens derrière le sens, beaucoup de liberté. Le fait qu'en même temps je sois le collectionneur, j'ai choisi avec mon ami Kendall les œuvres qui me plaisaient le plus. Et puis derrière il y a toujours beaucoup de poésie et du sens. Il y a toute une idée, toute une logique en fait dans le parcours. Incarnation, c'était un titre qui n'était pas mon premier choix. À la base, moi je voulais dire embodiment. Et en fait, mais bon, comme c'est pas français, c'est un terme anglais. Mais incarnation, c'est intéressant parce que ça reflète assez bien ce qui m'attire en fait dans l'art. Moi, j'ai une collection, je pensais avoir 2 collections jusqu'à il n'y a pas très longtemps, une d'art classique et une d'art contemporain. Et en fait, un de mes amis, Kendall Gears, qui est la personne, qui est l'artiste en fait, que je collectionnais, qui était mon ami et qui maintenant est le co-curateur, donc le co-commissaire de cette exposition, m'a expliqué un jour, justement à Bruxelles, que j'avais qu'une seule collection. Et toute l'idée, c'était partir d'une phrase d'Aimé Césaire qui disait l'art occidental identifie les choses, l'art africain s'identifie aux choses. Et en fait, c'est toujours cette espèce de force qu'il y a dans l'art classique, ce sentiment que c'est pas juste un objet esthétique, mais que vous avez vraiment une espèce de force, de présence qui vous fait vibrer en fait quand vous êtes un peu sensible. Et en fait, c'est ce que j'aimais dans l'art classique, dans lequel j'ai grandi, puisque mes parents étaient collectionneurs, sont collectionneurs, ma mère. Et en même temps, de l'autre côté, j'ai recherché dans l'art contemporain. Et c'est très sensible chez certains artistes, comme par exemple Basquiat. Basquiat, on dit c'est vrai, il est afro-descendant, il n'a jamais mis les pieds, à proprement parler, en Afrique. Mais c'est vrai qu'il a cette espèce de rythme, de force. C'est pas seulement avec les yeux qu'on approche un Basquiat, ça vous prend vraiment aux tripes. Et c'est toute ça l'idée, en fait, d'incarnation. C'est une autre pratique de l'art. C'est un moyen par lequel j'invite le public, mais surtout les Africains et les Afro-descendants, à redécouvrir notre Afrique, notre continent, nos origines, notre histoire, et cultiver un regard afro-centré sur le monde dans lequel on vit. Ici, cette œuvre de Stan Douglas, qui sont en fait des militaires angolais, qui ont déposé les armes, et on a toute cette idée du côté martial, du côté échange. C'est la capoeira, une danse brésilienne qui vient d'Afrique. L'idée de l'échange, l'idée du combat, l'idée de l'engagement, c'est quelque chose qui est très, très présent en fait. Il y a un côté disruptif, il y a un côté provocateur. C'est un peu l'Afrique qui refuse de faire, on lui dit de faire en quelque sorte. Il y a ce côté un peu rebelle que je trouve qui est fort et on retrouve dans beaucoup d'œuvres. 2 œuvres, un diptyque d'Andrés Serrano, qui est donc un descendant noir cubain, qui est allé aux États-Unis et qui a fait des reportages et des photos et des œuvres d'art sur les racistes du Ku Klux Klan, qui sont eux-mêmes masqués, en portant un regard exotique sur eux et en disant mais c'est celui qui a la caméra, qui est le propriétaire du regard, qui a le pouvoir. Et en même temps, il pose cette question, mais qui est primitif entre ces gens-là
et moi et mes ancêtres dans cette grande mascarade. Moi, j'ai démarré dans la collection par goût, j'ai commencé à collectionner et puis très vite, je me suis rendu compte que l'Afrique était complètement exclue des circuits du monde de l'art et qu'il y avait vraiment quelque chose de très vicieux derrière ça. On a tendance à considérer les Africains comme et moi je considère que c'est une forme de racisme moderne, les Africains comme des bouches à nourrir, comme des problèmes à régler, pas comme des âmes à nourrir, pas comme des êtres humains qui ont un regard sur le monde et sur eux-mêmes qui peut vraiment être pertinent dans la marche du monde. Et donc très rapidement, je me suis retrouvé en fait dans une position d'être un acteur culturel. Et c'est pour ça que j'ai très vite décidé d'intégrer la collection dans une fondation. Et cette fondation avait certains objectifs. Des objectifs, par exemple, une exigence de dignité. J'ai dit, écoutez, l'Afrique n'est pas un continent mort. C'est pas normal que 99% de nos chefs-d'œuvre historiques ne soient pas accessibles au public africain. Donc il faille voyager pour aller dans les musées européens, le musée ici de Tervuren, le Royal Museum à Londres, ou le musée du Quai Branly, ou du Louvre à Paris, ou le Met à New York. Et la plupart des Africains n'auront jamais de visa ou de moyens pour aller les voir. Ça me semble vicieux en soi, mais ce qui me semble encore plus vicieux, c'est qu'on est en train de reproduire le même schéma. La création contemporaine n'est pas accessible au public africain. C'est pas normal. Mais bon, ce n'est pas un reproche que je veux faire au monde de l'art, puisque nous, les Africains, ça fait quand même depuis tout le XXIe siècle qu'on est un vrai terreau de croissance pour le monde, de croissance économique. Ça veut dire qu'on a des grands hommes d'affaires, on a des grands industriels, on a également une classe moyenne qui a une masse critique. Donc aujourd'hui, on a tous les éléments nécessaires finalement à avoir un vrai marché pour l'art. Tout ce qu'il faut, c'est peut-être en avoir la conscience. Et donc l'objectif un peu d'incarnation, d'incarnation, c'est de provoquer ce déclic. C'est de provoquer cette espèce d'accouchement, de prise de conscience, de dire, écoutez, il faut qu'on revisite un peu la manière dont on se regarde nous-mêmes. Et si vous regardez, cette exposition, elle commence par des cartes. Ce sont des cartes anciennes du XVIIe siècle qui sont retournées. Elles sont retournées, en fait, elles ne sont pas retournées. C'est juste qu'on voit l'Europe au sud et l'Afrique vers le nord. Donc l'Afrique du Sud est pointée vers le nord. Et en fait, c'est vrai que ces cartes qu'on appelle pré-Mercator, Mercator étant ce géographe de la Renaissance qui est le premier en fait à avoir dit bon, on a une terre qui est ronde. Pour pouvoir en faire une carte, il faut qu'on en fasse une projection sur 2 dimensions, mais avec un problème pour ce qui permettait d'avoir des lignes marines en fait qui étaient droites. Et donc c'était des cartes marines qui étaient très utiles, qui sont encore utilisées jusqu'à aujourd'hui. Mais quand vous projetez une sphère sur un plan en 2 dimensions, vous devez faire un choix qui est politique. Votre point de départ, votre point de référence est toujours plus grand. Aujourd'hui, sur la quasi-totalité des cartes du monde, l'Europe est disproportionnée par rapport à l'Afrique. On ne se rend pas compte, mais l'Afrique, en termes de surface, pourrait accueillir la Chine, l'Inde, l'Amérique du Nord, toute l'Europe et encore quelques autres pays. C'est un truc qu'on ne s'en rend pas compte, et ce n'est pas du tout anodin. Le fait, par exemple, comment est-ce que vous pouvez vous expliquer, comment est-ce que vous pouvez m'expliquer que la Terre étant une sphère qui flotte dans l'univers, il n'y a pas de haut et de bas dans l'espace. Pourquoi est-ce que l'Europe est en haut et l'Afrique est en bas ? C'est encore une fois un choix politique. Et ça, l'objectif, c'est un peu le clin d'œil, c'est un peu ce qui a comme objectif de déclencher le déclic, de dire, mais les amis, remettons en cause tout ce qu'on sait sur nous-mêmes, réapprenons à nous regarder, réapprenons à nous célébrer. Parce que c'est une espèce de douche froide. Cette exposition, elle se veut quelque chose qui n'est pas joli, qui n'est pas rassurant, quelque chose qui, comme les Anglais disent, vous travaillez hors de votre zone de confort. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Elle maintient sur vous une espèce de pression constante qui vous laisse parfois un peu mal à l'aise, mais qui est à chaque fois séduisante parce qu'en même temps, elle est très forte et très esthétique, et très belle et très riche. Et c'est vraiment ce que je voulais partager avec le public. Cette super grenade d'Omar Ba, il y a ce beau tableau de Tamer Nedji, là on représente, on voit la force, la violence, la partie militaire, et puis il y a ce magnifique masque ici qui est un masque Chiongo
Chokwe. Et ça c'est vraiment un chef-d'œuvre absolu, 19e siècle, très très rare avec toute la coiffe, avec les plumes, un super bel objet, vraiment magnifique. Alors avec toujours un petit truc, j'ai ce truc que je dis toujours, qui me fait rire avec mes enfants, c'est qu'il a un sourcil soulevé comme ça. On a ce petit nom de code quand on soulève le sourcil comme ça, et on regardait toujours ça. Et puis ces scarifications sur sa joue qui me rappelle mon père qui avait des scarifications comme ça de naissance. Et il y a toute une idée ici justement il y a toute cette idée en fait du dédale. Là on découvre des émotions. On découvre un visage de l'Afrique peut-être qu'on ne connaissait pas et on sent cette présence, on sent cette force, on sent la dimension martiale, on sent la pression en fait. Cette Afrique ici, c'est une Afrique qui échappe à tous les canons, qui ne demande pas l'autorisation pour exister, qui est. On pose des actes qui font, c'est ça un peu l'idée de ce néo-existentialisme africain, qui est un peu en fait le fil d'Ariane de toute cette exposition. À chaque fois que je fais maintenant une exposition ou un événement, j'essaie de tenir le public au courant, informé de l'évolution de toute cette opération en fait de récupération d'œuvres volées. Alors il s'agit d'œuvres volées dans un musée, le musée d'Undo, qui est un musée angolais, qui est le musée des civilisations de Chokwe. Les Chokwe, comme vous savez, sont à cheval sur la frontière en fait entre la RDC, l'Angola et la Zambie. On s'est rendu compte en fait que pendant les années 70-80, avec toutes les guerres qu'il y a eu dans ces provinces de Lunda North en Angola, il y a beaucoup de ces œuvres qui ont été perdues et qui sont retrouvées sur le marché. Et donc j'avais décidé que c'était important d'abord de poser des actes, parce que je pense que l'Afrique maintenant est arrivée à un moment là où on peut se prendre en main. On n'a pas besoin, vous savez, la main qui reçoit est toujours en dessous de la main qui donne. On n'a pas besoin de demander, on peut s'organiser et on peut exiger. Donc on a mis en place une espèce de mécanique, là où il y a des avocats, il y a des historiens de l'art, il y a toute une petite équipe qui est basée ici à Bruxelles et qui identifie en fait des œuvres qui ont appartenu au musée. Donc il faut être très rigoureux, donc il y a tout un travail pour identifier le numéro de série dans les réserves du musée, identifier le dernier endroit là où l'objet a été ou exposé ou là où il est apparu sur le marché, et petit à petit remonter le fil. Et c'est un travail qui est intéressant parce qu'on est au cœur justement de ces questions qui sont très politiques. De dire mais ces objets appartiennent à quelqu'un. C'est un musée national. On n'a pas le droit, à la lumière du droit international, de remettre ces objets-là sur le marché. Et peu importe qu'on utilise des prétextes en disant oui, mais il les aurait perdus ou il les aurait vendus. Il y a un moment où l'Afrique doit se prendre en main, et c'est toute l'idée de pas seulement dénoncer des phénomènes, mais aussi réellement y apporter des solutions concrètes. Donc il y a toute une idée ici en fait de l'inspiration des Nkisi Congo. Donc toute l'idée des clous en fait. Et on dit souvent que ce sont des sauvageries que les Africains, mais les clous, les miroirs, ça ne pousse pas dans les arbres. Donc c'est aussi parce que depuis la fin du XVe siècle, l'Afrique, et notamment le royaume du Congo, a eu ces échanges permanents avec les autres royaumes. Et avant la colonisation, avant la conférence de Berlin, les rois né Congo étaient considérés comme leurs égaux. Alors même si effectivement c'était surtout avant la période de l'esclavage, parce que c'est vrai qu'il y a eu environ un tiers de la population du royaume, de l'ancien royaume du Congo, qui a disparu, purement et simplement envoyé aux Amériques. Mais en même temps, c'est vraiment d'abord la conférence de Berlin qui a détruit ce grand royaume et finalement qui a enseveli cette mémoire qu'on avait, cette histoire qu'on avait, et qui nous a dit mais écoutez, vous êtes des sauvages, on va faire de vous des évolués, rejeter tout ce que... Et ça a été finalement le drame de la colonisation, et c'est un peu cette idée-là qu'on est en train de revisiter, de cette forme artistique très puissante, et en même temps cette forme de spiritualité aussi, dans l'Inkisi Congo qui était reproduite. Et c'est ça qu'on voit ici avec Nick Cave. Alors c'est intéressant parce que Nick Cave, qui est à gauche et à droite, Nick Cave sont des dancing suits. Donc c'est des costumes qui sont dansés en fait. Donc il les porte et il les danse, et il y a toute l'idée derrière du Kisi Congo qui est revisité d'une manière très contemporaine. Et en même temps on sent toute la force, notamment dans cette œuvre-ci qui est assez géniale. Et puis là il y a Kehinde Wiley qui est le grand peintre actuel aux États-Unis,
qui est en train de... Celui qui a fait le portrait très célèbre de Barack Obama. Et là, c'est lors d'un de ses voyages au Sénégal, et on sent, il peint un peu comme, donc on sent les motifs africains, mais on sent la soif de dignité, on sent la beauté des personnages, et en même temps on se rend compte qu'ils sont très simplement habillés, mais il y a une vraie sorte de noblesse. C'est une espèce de composition en triangle, comme un tableau, une espèce de tableau classique de la Renaissance. Il y a toute une beauté, toute une dignité qui sort de ces portraits, une espèce d'amour de soi-même, de dignification de l'Afrique actuelle, de l'Afrique contemporaine, cette espèce de message de dire mais l'Afrique ne se limite pas à des bouches à nourrir, à des guerres incessantes, aux mots auxquels généralement elle est associée. Et ça c'est formidable parce que c'est l'Afrique qui parle par elle-même, et en même temps c'est un noir américain qui vient d'ouvrir une résidence d'artistes au Sénégal, et c'est ça qui me plaît en fait. C'est les gens qui ont compris quelque chose mais qui en font quelque chose. Et finalement, c'est ça qui est intéressant. C'est un peu comme dans la religion. On peut douter de l'existence du divin pendant toute sa vie, mais finalement, la vraie question, c'est le fait que Dieu soit. Qu'est-ce que ça change dans ta vie? Et là, c'est toute l'idée, le fait que j'ai compris quelque chose qui est quelque chose d'important. Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Qu'est-ce que ça m'oblige à faire? Et c'est ça qui m'intéresse en fait chez les artistes et chez les acteurs culturels, c'est les gens qui font et pas seulement les gens qui disent. C'est important pour les artistes africains qu'ils aillent réellement, des artistes contemporains actuels, qu'ils aillent vraiment se ressourcer autour de ce que l'Afrique a de mieux à offrir. Or nous, en tant qu'Africains ou qu'Afro-descendants, on doit réapprendre en fait à se regarder notre histoire, notre identité, en enlevant le voile d'exotisme qu'on nous a collé pendant la colonisation. Vous savez, la colonisation visait à faire de sauvages des évolués. Et jusqu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens, des gens même cultivés, africains, qui vont vous dire, nous par exemple, on est congolais, donc moi je suis de province du Bas-Congo, du Congo central comme on dit maintenant, et beaucoup de mes compatriotes ont le sentiment que leur histoire a commencé le jour où Diego Cao, donc un explorateur portugais, en 1481, a découvert l'embouchure du fleuve Congo. D'abord, il ne l'a pas découverte puisqu'il y avait des gens qui étaient déjà là, donc par définition, il ne l'avait pas découverte. Mais en même temps, cette idée en fait que l'histoire de l'Afrique a commencé le jour où un occidental a posé le regard sur un homme noir, et elle est à la base d'un grand problème que l'Afrique a vis-à-vis d'elle-même. On se regarde nous-mêmes avec un certain mépris. Souvent lorsqu'on regarde notre art classique, on ne comprend pas pourquoi des gens y accordent tant de valeur, parce que pour nous c'est des sauvageries, c'est des trucs de païens, c'est des trucs de sorcellerie. On nous a vraiment appris à nous détester. Et moi j'ai réappris à nous regarder lorsque j'ai lu donc ce livre de Souleymane Bachir Diagne qui s'appelle L'art africain comme philosophie, qui est le deuxième titre en fait de l'expo. Et là où il relatait une histoire qui était Malraux, qui racontait en fait ce que Picasso lui avait dit. Donc des grands hommes de culture qui sont respectés de par le monde. Picasso, tout le monde se dit c'est le plus grand peintre de tous les temps, ou en tout cas du XXe siècle. Et Picasso disait qu'en fait lorsqu'il a découvert l'art africain, c'était sur l'esplanade du Trocadéro à Paris, au début du XXe siècle, et qu'il a été traumatisé de se promener autour de ces objets qui étaient en train de le harceler presque spirituellement ou émotionnellement. Et il expliquait qu'en fait c'est la première fois qu'il a compris qu'il y a eu des hommes dans l'histoire de l'art qui ont une approche artistique qui était de donner une forme physique à un esprit pour s'en protéger, ce qu'il a appelé l'art d'exorcisme. Et c'est intéressant parce que Malraux disait qu'il avait le sentiment que Les Demoiselles d'Avignon, qui est la toile très célèbre de Picasso, était sa première toile d'exorcisme. Et toute cette idée-là, en fait, qu'un artiste, finalement, c'est pas que quelqu'un qui est obligé de reproduire quelque chose de joli, mais ça peut être quelque chose de très différent. Et la manière dont il intervient dans la cité, dans la vie de la société, est complètement différente, en fait. Nous, on nous a dit en Europe que voilà, le travail d'un artiste, ça commence ici et ça termine ici. Alors qu'en fait, lorsqu'on apprend à redécouvrir l'histoire pré-contact de nos civilisations et de l'Afrique, on se rend compte qu'en fait, ce sont tout des choses qu'on peut remettre en question. Et c'est un peu le but de cette exposition, remettre en question ce qu'on nous a appris, de manière à ce que peut-être on ne définisse pas ce qu'est l'Afrique, mais peut-être qu'en sortant ici, les gens qui auront visité se sentiront mal à l'aise, mais
on leur a donné au moins une définition de ce que l'Afrique n'est pas. Il y a toute une idée en fait de l'Afrique qui se regarde elle-même dans ces œuvres-ci. Paradoxalement, l'œuvre qui se trouve ici au milieu est une œuvre contemporaine de Damien Hirst qui a gagné le Turner Prize, qui est vraiment hyper connu. C'est celui, vous savez, qui a fait Sotheby's ou à Christie's, qui a vendu son œuvre et ensuite elle s'est découpée automatiquement en sortant. Donc c'est quelqu'un qui fait en fait le buzz, qui est très... Et toute l'idée justement, c'est un regard, c'est un dialogue entre l'Afrique dans ce qu'elle a de vraiment plus majestueux et plus beau, parce que c'est vraiment des masques absolument, des chefs-d'œuvre absolus, très anciens, des masques du 19e siècle pour la plupart, avec cette reproduction de ce masque de roi Ifé, qui en fait les rois Ifé, vous savez, c'était des masques datent du 14e, 15e siècle, qui ont été retrouvés en fait au Nigeria pendant la guerre civile du Biafra à l'époque des années 70. Tous les objets importants du royaume Ifé, qui sont au Royal Museum ou au musée royal à Londres ou au musée royal d'Ifé au Nigeria, ont tous été retrouvés, déterrés dans un endroit qui fait à peu près la taille d'un terrain de football. Et c'est des objets, lorsqu'on les a présentés à la communauté scientifique et artistique mondiale, internationale, ils ont dit que c'était des faux. C'était impossible qu'une civilisation qui n'a pas connu la Rome antique soit capable de sculpter comme ça. Et c'est vraiment très intéressant parce que c'est un élément qui remet en cause toute la manière dont l'Afrique peut se regarder elle-même et dont le monde de l'art devrait regarder l'Afrique. C'est-à-dire pas avec des certitudes, mais avec beaucoup plus d'ouverture d'esprit. Et donc toute l'idée là maintenant ici, c'est ce dialogue entre des vrais chefs-d'œuvre originaux, et la copie, qui est une copie d'un vrai chef-d'œuvre, mais une sorte de réappropriation. Et il y a tout un discours évidemment critique de la réappropriation du génie africain, complètement hors contexte et complètement opportuniste. Ici, il y a ce masque qui est pour moi peut-être le plus beau masque du monde. Alors vous allez devoir m'excuser, mais c'est le mien. Mais en tout cas, c'est peut-être l'objet le plus beau de toute ma collection, qui est un masque Kwele Gon, un masque gorille du Gabon. Et on sent vraiment l'esprit gorille. Déjà, c'est le cubisme avant le cubisme. C'est des angles. C'est quelqu'un qui a jamais été exposé au cubisme. Et en même temps, la petite taille de cet objet en renforce la puissance. Mes enfants l'appellent Darth Vader pour une raison que vous comprendrez certainement. Ici, il y a un masque Mbaka du Congo, qui sont des masques très rares. Je crois qu'il y en a un qui est plus beau que ça au monde, mais ils sont tellement rares. Et celui-là, c'est un masque qui était dans une collection très prestigieuse ici en Belgique, qui était la collection de Mesdag. Le collectionneur est marchand et peintre cubiste. Là, il y a deux masques ici, pendés. Alors vous remarquerez, donc c'est des masques de maladie en fait. Les masques pendés de maladie comme celui-là. Alors il y a la maladie de la folie, vous voyez, et on sent vraiment que c'est des masques qui incarne la folie. On dirait vraiment presque espèce le cri de Munch. Et ici, ça c'est le masque de la maladie de quelqu'un qui a une rupture d'anévrisme, quelque chose comme ça. Et donc c'était des masques qui incarnaient le mal, cet esprit maléfique pour s'en protéger. C'est toute l'idée justement de donner une forme physique à un esprit, et en même temps, l'artiste est une sorte de médium entre le monde des vivants et le monde des esprits. Et puis alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on utilise ces objets. Alors, dans cette exposition, on a essayé de sortir de ce que les collectionneurs primaires comme moi font, tous les collectionneurs, c'est de prendre un objet qui est un masque et de dire voilà quel chef-d'œuvre, quelle œuvre d'art. Le masque est un chef-d'œuvre, mais le masque n'est pas l'œuvre d'art. Le masque est un médium qui est utilisé dans une performance, qui va au-delà de l'esthétique, qui est une espèce de transe collective, qui véhicule l'histoire, les valeurs, le sentiment religieux également. Et donc c'est beaucoup plus que juste un objet qui a des qualités esthétiques. Et en fait, c'est ce que moi j'aime dans l'art africain, c'est qu'il est plus que juste une idée, un concept ou du joli. C'est un objet c'est un objet magique. Il y a tellement de vie, quand on regarde la patine, on peut le regarder de tous les côtés, on peut le tenir. Bon, on ne le tenait pas, mais bon, de manière, pendant l'exposition, ça sera de toute manière recouvert. Là, maintenant, on est vraiment dans un chantier. Et puis ici, au fond, on a des masques d'âne. Ça, c'est un masque d'âne oiseau qui est très, 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 très ancien, avec une couronne comme ça, qui est très rare.
une espèce d'oiseau coureur, les masques coureurs qu'on appelle les masques de coureurs d'âne de Côte d'Ivoire et du Libéria avec les yeux ronds. Et puis ici, il y a un Dan Mano qui est pour moi le plus beau Dan du monde. Alors c'est intéressant parce qu'il y a on dit que le plus beau masque d'âne du monde, c'est un masque qui devait passer maintenant, je crois, à Christie's et à Sotheby's le mois dernier, et il ne s'est pas vendu. Et il a 2 nattes comme ça, il est effectivement très beau, mais celui-ci, je vous l'affirme, est plus beau. Pour moi, c'est le plus beau masque d'âne du monde, et il faut le voir en fait, la manière dont il est complètement suintant, c'est quand même un masque qui a plus de 100 ans, et les libations qui ont été faites dessus, la forme, lorsqu'on regarde, on dirait presque un masque mortuaire pharaonique ou vénitien, c'est incroyable. Et puis on voit encore le masque, il est petit, mais en même temps il y a tellement, je veux dire, la sculpture est tellement belle, l'expression est tellement parlante, c'est vraiment un masque magnifique. Je ne l'ai jamais vu dans une telle scénographie. Et c'est ça l'idée de cette scénographie, de dire, mais attendez, il faut qu'on arrête de mettre ces objets dans une cloche en verre et de leur réinventer une histoire. Écoutons-les. Ce que mon ami Kendall Gears a dit très justement l'autre jour, la particularité de l'art africain, c'est que quand vous le regardez, il vous retourne le regard droit dans les yeux. Il vous regarde. Et ça, c'est ce qu'on appelle le saisissement d'être vu. Et c'est vraiment ce que je souhaite, comme disait Sartre, je souhaite à tous les gens qui vont venir visiter cette exposition de le sentir, de ressentir ce saisissement d'être vu. L'impression que cet objet a quelque chose de sacré, a quelque chose de puissant, il y a quelque chose de vivant en lui qui nous regarde, et en l'occurrence qui regarde Damien Hirst, qui parfois doit se sentir un peu seul et mal à l'aise dans cette...